Mon fiancé m'a demandé une pause à cause d'un nouveau gars, alors je suis partie et j'ai déménagé dans une autre ville. Maintenant, elle me harcèle et ses parents se sont excusés, mais j'ai refusé de parler. J'ai 34 ans, et je ne sais pas si j'ai tort de refuser de parler à mon ex, Sarah, qui a 29 ans. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, et je vais essayer d'expliquer tout cela clairement. Au milieu de l'année 2022, j'ai rencontré Sarah au travail et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle et nous avons commencé à sortir ensemble peu après. Cependant, Sarah a mis fin à notre relation assez tôt à cause d'un petit désaccord. Pour aggraver les choses, elle a provoqué une scène devant tout le monde au travail. J'étais triste, mais je ne voulais pas quitter mon emploi au début. Finalement, j'ai réalisé que j'avais encore des sentiments pour elle, et la voir tous les jours était trop difficile. C'est alors que j'ai décidé de démissionner et de chercher un nouvel emploi. Nous vivions près l'un de l'autre, donc nous nous sommes régulièrement croisés. Au fil des mois suivants, nous avons recommencé à discuter. Mais malgré mes sentiments pour elle, je ne pouvais pas envisager de me remettre avec elle. J'étais profondément attristée par ce qu'elle avait fait. Quelques mois plus tard, elle m'a confié qu'elle regrettait d'avoir mis fin à notre relation pour quelque chose d'aussi insignifiant. Elle a admis que le fait de l'avoir fait devant tout le monde était terrible et qu'elle y réfléchissait depuis. Elle semblait sincèrement désolée, et je pouvais voir qu'elle le pensait vraiment. Je lui ai alors demandé si elle voulait nous donner une autre chance, car je croyais en la sincérité de ses excuses. Elle accepta et, au début de l'année 2023, nous nous étions officiellement remis ensemble. 1 an plus tard, tout allait bien. Nous parlions de mariage et de construire un avenir ensemble, ce qui me donnait le sentiment d'être prêt à franchir la prochaine étape. J'ai donc décidé de la surprendre avec une demande en mariage et j'ai commencé à travailler davantage pour pouvoir payer une maison afin que nous puissions nous marier peu de temps après. Je ne lui ai pas dit pourquoi je travaillais autant, car je voulais que ce soit une surprise. Puis, sans prévenir, elle m'a demandé une pause. J'étais stupéfait, lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a refusé d'expliquer. À peu près au même moment, j'avais remarqué qu'elle parlait sans arrêt d'une nouvelle personne dans son entreprise, mais soudain, elle avait complètement cessé de le mentionner, ce qui m'a rendu suspicieux, perplexe et blessé. J'ai alors contacté l'une de mes amies proches, Émilie, ce n'est pas son vrai nom, qui, avec son partenaire, travaillait toujours dans la même entreprise que Sarah. Je me suis plaint à Émilie de ce qui se passait et lui ai demandé si elle en savait quelque chose. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas au courant, car elle travaillait dans un autre service, mais elle m'a promis de se renseigner. Quelques jours plus tard, Émilie m'a recontacté. Elle m'a dit que Sarah s'était sentie distante de moi ces derniers temps, surtout depuis que je travaillais plus longtemps et que je sortais moins souvent. Émilie m'a aussi révélé que certains collègues de Sarah l'avaient encouragée à faire une pause, pensant que je ne la traitais pas bien et que je n'étais plus aussi impliquée dans la relation. En plus de cela, ils essayaient de la rapprocher de ce nouveau gars au travail, affirmant qu'ils formeraient un meilleur couple. J'ai alors expliqué à Émilie mes projets de demande en mariage et d'achat d'une maison pour Sarah et moi. C'était la raison pour laquelle je travaillais autant, je voulais la surprendre avec quelque chose de grand. Environ 2 semaines plus tard, Sarah m'a appelé et m'a proposé que nous nous voyions. J'ai accepté, mais j'ai précisé que j'avais besoin d'une explication sur les raisons de sa demande de pause avant que nous puissions parler de quoi que ce soit d'autre. Elle m'a alors expliqué à quel point elle m'avait trouvé distant, ajoutant que cela lui avait donné l'impression que je n'étais plus aussi investie dans notre relation. Je lui ai répondu que si elle m'avait simplement parlé de ce qu'elle ressentait, elle aurait compris qu'il y avait une raison à mon comportement. Mais cela n'avait plus d'importance. C'est alors qu'elle a mentionné ce nouveau gars de son travail. Avant même qu'elle ne prononce son nom, je l'ai dit moi-même. Elle a été stupéfaite et s'est demandé comment je le savais. Je lui ai assuré que je n'étais pas idiot. J'avais remarqué qu'elle avait soudainement cessé de parler de lui après en avoir tant parlé. Elle m'a juré qu'elle ne m'avait jamais trompé. Je lui ai répondu que chercher quelqu'un de mieux au premier signe de difficulté pouvait être considéré comme de la tromperie par certains. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne voulais plus rien entendre de sa part. Peu importait qu'elle veuille se réconcilier ou non, je mettais fin à notre relation quoi qu'il arrive. La rupture m'a énormément blessée. Je ne supportais plus d'être dans la même ville, alors j'ai demandé à mon employeur de me transférer ailleurs et j'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour mon projet afin de recommencer à zéro dans une nouvelle ville. En discutant avec Émilie, l'amie à qui je m'étais confiée précédemment, elle s'est excusée auprès de moi.
Elle m'a avoué qu'elle avait fait une erreur en informant Sarah de mes projets de demande en mariage et d'achat de maison. Émilie a précisé que Sarah avait éclaté en sanglots en apprenant cela. Bien que je lui ai été reconnaissant de sa franchise, cela n'a eu aucune influence sur l'issue de cette histoire. Vers la mi-décembre de l'année dernière, j'étais retournée dans ma ville natale pour célébrer Noël et le Nouvel An avec ma famille. Certains amis voulaient organiser une fête pour rassembler tout le monde, car beaucoup d'entre nous, moi y compris, avaient déménagé et ne revenaient que pour les fêtes. Sarah avait également reçu une invitation. Ce soir-là, nous avons à peine échangé quelques mots, juste un bref salut en nous croisant. Je l'ai aperçue en train de sourire en parlant avec un groupe de femmes. Ce sourire m'a rappelé tant de souvenirs. Je me suis rendu compte qu'en la voyant sourire, je ressentais exactement la même chose que la première fois que je l'avais vue sourire. Je me suis demandé, à quel point suis-je paumée pour ressentir encore ça ? Malgré ces émotions persistantes, j'étais toujours attristée et profondément bouleversée par la façon dont les choses s'étaient terminées. En y repensant, j'ai commencé à en vouloir à moi-même. J'aurais dû faire plus attention à ce qu'elle ressentait. J'aurais pu l'informer de mes heures supplémentaires et de la raison pour laquelle je le faisais. Peut-être que les choses auraient pu se dérouler autrement. Plus tard dans la soirée, l'un de mes amis m'a révélé que la relation de Sarah avec ce gars du travail n'avait duré que quelques mois. Après les fêtes, je prévoyais de retourner dans la ville où je vis désormais. Mes vacances se terminaient le 6 janvier, alors j'avais prévu de partir le vendredi. Cela me laisserait le samedi pour ranger mon appartement et me préparer pour la semaine à venir, et le dimanche pour me détendre avant de reprendre le travail. Avant mon départ, l'un de mes amis de ma ville natale m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait une faveur à me demander au nom de quelqu'un d'autre et m'a prévenu que cela ne me plairait pas. Je sentais déjà mon estomac se nouer. Il m'a ensuite dit qu'il s'agissait de Sarah. Elle déménageait dans la ville où je vivais pour travailler dans l'entreprise d'un membre de sa famille et elle avait besoin d'un moyen de transport. Il m'a demandé si je pouvais la conduire. Je n'ai même pas réfléchi avant de dire non. L'idée d'être enfermée dans une voiture avec elle pendant des heures était insupportable. Cela aurait été terriblement gênant, tout comme cette soirée à la fête, et je n'étais pas prêt à revivre ça. Mon ami a insisté pour que Sarah et moi parlions, mais je n'ai rien voulu entendre. Je suis rentrée chez moi. Et la semaine dernière, je suis allée courir. Lorsque je me suis arrêtée un instant pour me détendre dans un parc, j'ai entendu une voix familière me dire bonjour. C'était Sarah. Elle a tenté de démarrer une conversation en me demandant comment j'allais et en insistant sur le fait que nous n'avions pas eu l'occasion de discuter lors de la fête. Je l'ai interrompue en lui disant que je ne voulais pas lui parler. Elle m'a demandé de ne pas réagir ainsi et qu'on devrait avoir une discussion, mais j'ai refusé. Elle m'a demandé comment je pouvais encore lui en vouloir après plus d'1 an et tout ce que nous avions traversé. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la rancune. J'ai été honnête avec elle. Je lui ai expliqué que penser à elle, parler d'elle ou même la voir me faisait encore beaucoup de mal, et c'est pourquoi je ne pouvais pas lui parler. Elle m'a répondu que c'était précisément pour cette raison que nous devions communiquer. Je n'ai pas compris l'intérêt, alors je suis simplement partie. Sarah a tenté de m'approcher 2 fois depuis, et les 2 fois, je l'ai repoussée. Certains de mes amis pensent que je suis trop dure et que je devrais lui parler pour trouver une forme de clôture émotionnelle. D'autres disent que la faire souffrir pour le reste de sa vie serait cruel. Mais ce n'est pas la question. Je n'éprouve plus ni colère ni rancune envers elle. J'admets que je porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais ça fait toujours mal. Je ne peux pas lui parler, car ce serait comme rouvrir une vieille blessure qui n'a jamais vraiment guéri. Alors, Eda, pourquoi refuses-tu de lui parler ? Après avoir lu les commentaires, l'auteur du message original a remercié tout le monde pour leurs conseils. Il a simplement voulu mieux expliquer les choses. Il a précisé que ses amis ne le contactaient pas ou ne lui envoyaient pas de message pour le convaincre de parler à Sarah. C'était simplement l'opinion de certains d'entre eux lorsque le sujet avait été abordé. Mise à jour du 2 février 2025. Bonjour à tous, je voulais vous donner des nouvelles et vous remercier pour vos réflexions. J'ai lu chaque commentaire et même si je n'ai pas répondu à tout le monde, c'est uniquement parce que je n'avais rien de particulier à ajouter. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont exprimé leur opinion, cela m'a été très utile. Après avoir tout lu et mûrement réfléchi, j'ai choisi de m'en tenir à ma décision de ne pas parler à Sarah. Et la semaine dernière, je suis allée courir.
Lorsque je me suis arrêtée un moment pour me reposer dans un parc, j'ai entendu une voix familière me dire bonjour. C'était Sarah. Elle a tenté de démarrer une conversation en me demandant comment j'allais et en insistant sur le fait que nous n'avions pas eu l'occasion de discuter lors de la fête. Je l'ai interrompue en lui disant que je ne voulais pas lui parler. Elle m'a demandé de ne pas être comme ça et qu'on devrait discuter, mais j'ai refusé. Elle m'a alors demandé comment je pouvais encore lui en vouloir après plus d'1 an et tout ce que nous avions traversé. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la rancune. J'ai été très honnête. Je lui ai expliqué que penser à elle, parler d'elle ou même la voir me faisait encore beaucoup de mal, et c'est pourquoi je ne pouvais pas lui parler. Elle a répondu que c'était précisément pour cette raison que nous devions communiquer. Je n'ai pas compris l'intérêt, alors je suis simplement partie. Depuis, Sarah a tenté de m'approcher à 2 reprises, et les 2 fois, je l'ai repoussée. Certains de mes amis pensent que je suis trop dure et que je devrais lui parler pour obtenir une forme de clôture émotionnelle. D'autres disent que la faire souffrir pour le reste de sa vie serait cruel. Mais ce n'est pas la question. Je n'éprouve plus ni colère ni rancune envers elle. J'admets que je porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais cela me fait toujours mal. Je ne peux pas lui parler, car ce serait comme rouvrir une vieille blessure qui n'a jamais complètement guéri. Alors, Eda, pourquoi refuses-tu de lui parler? Après avoir lu les commentaires, l'auteur du message original a remercié tout le monde pour leurs conseils. Il voulait simplement mieux expliquer les choses. Il a précisé que ses amis ne le contactaient pas ou ne lui envoyaient pas de message pour le convaincre de parler à Sarah. C'était simplement l'opinion de certains d'entre eux lorsque le sujet avait été abordé. Mise à jour du 2 février 2025. Bonjour à tous, je voulais vous donner des nouvelles et vous remercier pour vos réflexions. J'ai lu chaque commentaire et même si je n'ai pas répondu à tout le monde, c'est uniquement parce que je n'avais rien de particulier à dire. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont exprimé leur opinion, cela m'a été très utile. Après avoir tout lu et mûrement réfléchi, j'ai choisi de m'en tenir à ma décision de ne pas parler à Sarah. J'ai oublié de le mentionner dans mon message initial, mais j'avais informé quelques personnes que j'avais bloqué Sarah partout après notre 2e rupture. Au cours des 2 derniers jours, il semble que son insistance se soit retournée contre elle. Certains de nos amis communs, y compris ceux qui avaient initialement suggéré que je lui parle, se sont lassés de ses tentatives incessantes pour me joindre. Apparemment, ils se sont retournés contre elle à cause de cela. En conséquence, Émilie, l'amie à qui je m'étais confiée à l'époque, a publié un message sur les harceleurs sur les réseaux sociaux il y a 3 jours. Elle n'a pas mentionné Sarah par son nom, mais beaucoup de gens ont compris de qui elle parlait. J'ai également vu quelques commentaires sur mon message initial suggérant que Sarah me harcelait. Son emploi dans la même ville ainsi que sa rencontre, par hasard, dans le parc renforce cette théorie. Pour ce que ça vaut, je sais que son oncle possède une entreprise ici, donc cela pourrait être la véritable raison de son déménagement. Mais cela ne me concerne pas et je n'ai pas l'intention d'enquêter le dessus. Les choses se sont calmées. Mes amis ont cessé d'en parler, et Sarah n'a pas tenté de les contacter à nouveau. Jusqu'à hier. Je regardais un événement de l'UFC avec quelques collègues. Une fois terminé, alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a sonné. Une amie commune m'appelait. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Sarah et m'a demandé si elle pouvait me transmettre un message. J'ai soupiré et lui ai demandé de faire vite. Sarah avait simplement déclaré qu'elle comprenait pourquoi je ne voulais plus lui parler. Elle a promis qu'elle ne nous contacterait plus, mais elle pense toujours que nous devrions discuter. Elle a ajouté que la porte était ouverte si jamais je voulais en parler. J'ai dit à mon ami que je n'avais aucun message à transmettre en retour et je l'ai supplié de ne plus jamais évoquer Sarah lors de nos conversations. Si ce que Sarah a dit est vrai, c'est un soulagement, mais je ne retiens pas mon souffle. Je ne serais pas surpris qu'elle tente autre chose. Peut-être qu'elle croit qu'en me laissant de l'espace, je finirai par aller vers elle, mais ce ne sera pas le cas. Ce chapitre de ma vie est désormais clos. Je veux simplement me concentrer sur moi-même. Je doute que je sorte avec qui que ce soit de sitôt. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que je devrais mieux connaître les gens avant de m'engager dans une relation. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la manière dont j'utilise le mot « ami ». C'est un autre aspect de ma vie que je dois réévaluer. Certaines personnes que j'appelais « amis » ont montré qu'ils n'avaient pas réellement mon bien-être à cœur. Quelques personnes ont mentionné la thérapie dans les commentaires, et je reconnais que c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Pour l'instant, je me laisse simplement le temps de guérir par moi-même.
Mais si je ne me sens pas mieux après un certain temps, j'envisagerai sérieusement cette option. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter. Vos conseils m'ont été très utiles pour y voir plus clair. Sarah a disparu depuis plusieurs semaines, et personne ne l'a mentionné dans les discussions. C'est une bonne chose. Puis, le mardi 11 février dernier, j'ai reçu un message direct de la mère de Sarah. Elle m'a dit qu'elle souhaitait s'excuser pour les actes de sa fille et m'a demandé de l'appeler. J'ai toujours eu une bonne relation avec les parents de Sarah. Ce sont des personnes vraiment adorables. Même pendant nos 2 ruptures, ils ont toujours été respectueux et n'ont jamais pris parti. Je ne voulais plus parler de Sarah, mais je ne voulais pas non plus éviter sa mère. Après y avoir réfléchi quelques minutes, j'ai décidé de l'appeler. Cependant, je me suis dit que si elle essayait de me convaincre de reprendre contact avec Sarah ou quelque chose de ce genre, je mettrais fin à l'appel poliment mais fermement. Lorsqu'elle a décroché, elle m'a mis sur haut-parleur pour que le père de Sarah puisse se joindre à la conversation. Je m'attendais presque à entendre la voix de Sarah, mais heureusement, ce ne fut pas le cas. La conversation s'est en fait très bien passée. Ils ont commencé par s'excuser pour les récentes actions de Sarah. Je leur ai rapidement dit qu'ils n'avaient pas à s'excuser, mais ils ont insisté, affirmant que c'était la meilleure chose à faire. Ils ont aussi expliqué qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait jusqu'à récemment, lorsqu'ils ont découvert la situation. Ils ont alors appelé Sarah et ont eu une longue conversation avec elle. Son père a avoué que cette conversation aurait été plus appropriée pour une adolescente que pour une femme de presque 30 ans. Sarah leur a promis qu'elle s'éloignerait de moi et qu'elle chercherait à suivre une thérapie. J'ai ressenti un soulagement, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Tout ce qui s'est passé entre nous n'était pas idéal, mais je lui souhaite sincèrement le meilleur. J'espère qu'elle trouvera le bonheur. Avant de raccrocher, j'ai remercié ses parents et leur ai exprimé à quel point je les admirais et les respectais. Je peux maintenant dire avec certitude que cette histoire est terminée. Sarah ne trahirait jamais la confiance de ses parents. Merci à tous pour vos conseils, cela a beaucoup compté pour moi. Maintenant, place à la prochaine histoire. J'ai découvert que ma belle-fille avait été manipulée par son père biologique pour investir son argent destiné à ses frais de scolarité dans un faux projet de start-up. Pourquoi tu ne disparais pas tout simplement, m'a-t-elle dit lors d'une dispute. Sa mère s'est jointe à elle, on serait mieux sans toi. Je n'ai rien dit. J'avais déjà fait mes valises. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. Cela m'a paru étrange. En entrant dans notre salon, la maison était anormalement silencieuse. Mais ce n'était pas tout. Mon regard a balayé la pièce, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Puis ça m'a frappé. Toutes nos photos de famille avaient changé. Je me suis approchée d'un pas. Je me suis approchée du grand cadre au-dessus de la cheminée, celui qui provenait de notre voyage à Yellowstone l'année dernière. La photo était là, mais moi, je n'y étais plus. Chaque photo de moi avait été soigneusement effacée, créant des trous gênants dans les souvenirs familiaux des 3 dernières années. Je restais là, ma tasse de café refroidissant entre mes mains, lorsque j'ai entendu doucement la porte de Stella se refermer à l'étage. Ses pas se sont arrêtés en haut des escaliers. Elle avait évidemment vu que j'étais réveillée. Après une brève pause, elle est descendue, son téléphone à la main, évitant intentionnellement mon regard alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. « Bonjour », ai-je dit d'un ton calme. Le silence qui suivit était chargé d'intentions non dites. 3 ans. Cela faisait 3 ans que j'étais dans la vie de Stella. 3 ans à bâtir lentement la confiance, à passer des soirées cinéma et à l'aider avec ses devoirs de maths. 3 ans à essayer d'être présent sans jamais en faire trop. À 16 ans, elle avait commencé à s'éloigner. Je m'y attendais, pensant qu'il s'agissait d'une rébellion adolescente ordinaire. Mais cette fois, c'était différent. Tout avait commencé la semaine précédente, lorsque je lui avais proposé de l'aider avec son projet de chimie. Elle avait du mal avec cette matière, et je m'étais dit que peu importait ce qu'elle pensait de moi, je pouvais quand même lui tendre la main. Sa réponse avait été comme une gifle. « Arrête de faire semblant de te soucier de mes notes. Tu n'es pas mon vrai père. » J'avais déjà entendu des variantes de cette phrase auparavant, mais cette fois, son ton était différent, sec et intentionnel. Ma femme, Delilah, était dans la cuisine à ce moment-là et avait sûrement entendu. Mais elle n'avait rien dit. Ce silence avait résonné comme une prise de position. La tension avait grandi tout au long de la semaine. De petites choses,
des assiettes laissées dans l'évier accompagnées de regards appuyés, des portes qui se fermaient un peu trop violemment, des conversations qui s'arrêtaient net lorsque j'entrais dans une pièce. Delilah aussi était devenue distante, évitant mes tentatives pour comprendre ce qui se passait. Elle est juste en pleine crise d'ado, Thomas. Ne prends pas ça personnellement, avait-elle dit. Mais tout avait explosé la nuit dernière. Stella envoyait des textos pendant le dîner, ce qui allait à l'encontre de nos règles habituelles. Quand je lui ai doucement rappelé la règle, elle a jeté son téléphone sur la table. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu es toujours en train de surveiller tout ce que je fais? Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser tranquille? Stella, ai-je dit calmement, je fais juste essayer de... Essayer quoi? De jouer au père? J'en ai déjà un. Elle s'était levée brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Pourquoi tu ne disparais pas tout simplement? Personne ne t'a demandé d'essayer si fort. C'est pathétique. Je me suis tournée vers Delilah, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, du soutien, peut-être, ou une tentative de calmer les choses. Au lieu de cela, elle a posé calmement sa fourchette et a murmuré. Peut-être qu'on serait tous mieux si tu le faisais. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme de la fumée. 3 ans de souvenirs me sont revenus en tête. Le jour où Stella avait ri pour la première fois à l'une de mes blagues de papa. La nuit où elle m'avait appelé en pleurs après sa première rupture. Et le sourire fier de Delilah lorsque Stella avait demandé que ce soit moi et non sa mère qui l'aide à choisir sa robe de bal. Je me suis lentement levée, mon assiette encore à moitié pleine. D'accord, ai-je répondu simplement. D'accord quoi? A demandé Stella, mais quelque chose dans son regard avait changé, de l'incertitude, peut-être. Si c'est vraiment ce que vous ressentez tous les deux. D'accord. Je suis montée à l'étage, jusqu'à notre chambre, et j'ai sorti mon vieux sac de sport. En bas, je pouvais entendre leur chuchotement. Mais personne n'est monté. Pendant que je rassemblais suffisamment de vêtements pour quelques jours, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais étrangement calme. Stella était déjà partie, probablement dans sa chambre. Quand je suis arrivée en bas, Delilah se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés. Alors tu pars? C'est ça ta solution? Tu as dit que tu serais mieux sans moi, ai-je répondu en cherchant mes clés et mon portefeuille. Je respecte ça. Ce n'est pas. Elle s'est interrompue. La fierté, la colère ou peut-être autre chose l'empêchait de dire ce qu'elle voulait vraiment dire. J'ai attrapé mon sac. Je serai chez Ryan. Je trouverai une solution plus permanente bientôt. Je me suis arrêtée un instant dans l'encadrement de la porte. Tu sais, quand Stella a dit ces choses tout à l'heure, ça m'a blessée. Mais t'entendre être d'accord avec elle. Ça a brisé quelque chose en moi, d'elle. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à l'appartement de Ryan, seule. Quand il m'a vue, il n'a pas posé de questions. Il a simplement préparé la chambre d'amis. C'est ce genre d'ami qu'il est. J'ai éteint mon téléphone et pris un somnifère de ma trousse de voyage d'urgence. Ce matin, je me suis réveillée avec les rayons du soleil filtrant à travers des rideaux qui ne m'étaient pas familiers. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il était rempli de notifications. 13 appels manqués, 8 de Delilah, 3 de Stella et 2 de Queen, ma sœur. 27 messages. 4 messages vocaux. Je ne les ai pas encore écoutés. Je suis assis dans la chambre d'amis de Ryan, regardant la circulation du matin défiler en bas dans la rue et pensant au vide dans nos photos de famille. Peut-être qu'ils ont toujours été là, mais je ne voulais pas les voir. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est Stella. Après tout ce qui s'est passé, je me retrouve à fixer son nom sur l'écran, me demandant ce qui peut être si important en ce moment. Mais je ne suis pas prêt. Pas encore. Partir n'est pas toujours la partie la plus difficile. C'est décider si l'on doit revenir. Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires positifs sur mon précédent message. Je ne m'attendais pas à une si grande réaction. Pour répondre aux questions les plus fréquentes. Oui, j'ai lu les messages. Non, je n'ai pas encore répondu à aucun d'entre eux. Et oui, je suis toujours chez Ryan. Ce matin a commencé comme les autres, moi, essayant de me concentrer sur le travail tout en jetant des coups d'œil à mon téléphone, me demandant si je devais rompre le silence. Puis Ryan a lâché une bombe pendant le petit déjeuner. Miles est de retour en ville, a-t-il annoncé en faisant glisser son téléphone sur la table. Sur Facebook,
il y avait une photo du père biologique de Stella, prise dans un restaurant local, il y a 2 semaines. Le même Miles qui n'a pas payé de pension alimentaire depuis 3 ans. Le même Miles qui avait manqué les 4 derniers anniversaires de Stella. Soudain, tout avait du sens. J'ai à nouveau fait défiler mes messages. Les communications de Delilah avaient évolué, passant de messages en colère à des mots plus mûrs. Thomas, au lieu de discuter, tu fuis. Puis des messages plus inquiets. S'il te plaît, dis-nous juste que tu vas bien. Et enfin, quelque chose de plus inquiétant. Il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est à propos de Stella. S'il te plaît, appelle-moi. Vers l'heure du déjeuner, Quinn est arrivée, armée de café et de cette expression sévère qu'elle affiche chaque fois qu'elle s'apprête à se mêler de mes affaires. Tu as une sale mine, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé de Ryan. Merci, toujours un plaisir de te voir aussi, Frangine, ai-je répondu. Elle n'a pas souri. J'ai croisé Stella au centre commercial hier, a-t-elle dit, ce qui a immédiatement capté mon attention. Comment va-t-elle? Elle prenait un café avec Miles. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Elle ne m'a pas vue, dit Quinn, m'observant attentivement. Elle avait l'air, pleine d'espoir. Tu sais, ce regard qu'elle a. Oui, je savais exactement de quoi elle parlait. C'était ce même regard que Stella avait eu l'année dernière quand elle avait été acceptée dans ce camp d'été. Comme si elle avait peur de croire que quelque chose de bien pouvait réellement arriver. Tu savais qu'il lui envoie des messages depuis des mois, demanda Quinn. Il lui a promis de tout arranger cette fois. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert l'Instagram de Stella, ce que je fais rarement. Son dernier post était une photo d'elle avec Miles, légendé, vraie retrouvaille en famille. Les commentaires de ses amis étaient remplis de cœurs et d'émojis joyeux. Aucun d'eux n'était au courant de ce qui se passait réellement. Ryan, qui écoutait en silence jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est revenu? Stella avait 13 ans. Je me souvenais que Miles était revenu avec de grandes promesses. Il était resté 2 semaines, puis avait de nouveau disparu. Stella était restée clouée au lit pendant plusieurs jours après son départ. Delilah et moi avions passé des mois à regagner sa confiance, à lui répéter qu'elle était suffisante, qu'elle méritait bien plus. Comme si c'était prévu, mon téléphone s'est allumé avec un message de Delilah. Il lui demande d'emménager avec lui. Elle y pense sérieusement. S'il te plaît, Thomas. Je sais que tu es en colère contre moi, mais elle a besoin de toi. J'ai commencé à rédiger plusieurs réponses, puis je les ai toutes effacées. Que pouvais-je bien dire? Désolé, tu m'as dit de disparaître, mais maintenant tu as besoin que je réapparaisse? Toute cette histoire me semblait être une mauvaise blague. Puis une autre notification est apparue. Le dernier post Instagram de Stella. Une photo de brochures universitaires éparpillées sur son lit. La légende disait, un grand changement s'annonce. Parfois, il faut choisir son véritable chemin. Ces mots précis. C'était exactement ce que Miles avait prononcé 3 ans plus tôt, juste avant de partir à l'autre bout du pays pour poursuivre sa soi-disant véritable passion, et avant d'arrêter de répondre aux appels de Stella. Quinn a dû remarquer quelque chose sur mon visage. À quoi tu penses? Demanda-t-elle. Je jetai un œil à mon téléphone, relisant le message de Delilah. Puis, calmement, j'ai dit. Je pense au jour où j'ai épousé Delilah. Tu te souviens de ce que Stella avait dit dans son discours? Quinn hocha la tête. Elle avait dit que parfois, la famille te trouve quand tu ne la cherches même pas. Je poussai un profond soupir. Et maintenant? Et maintenant, repris-je, elle parle de sa vraie famille et de son véritable chemin, pendant que Miles joue au père de l'année. Il l'a convaincu. Mon téléphone s'est mis à sonner et je me suis arrêtée net. Numéro inconnu. Thomas? La voix à l'autre bout du fil était celle de Madame Anderson, la conseillère d'orientation de Stella à Riverside High. Je sais que c'est inhabituel, dit-elle, mais je dois vous parler de certains changements préoccupants concernant les projets académiques et le comportement récent de Stella. Pourriez-vous venir demain matin? J'ai accepté le rendez-vous, l'esprit en ébullition. Stella avait toujours maintenu des notes excellentes depuis sa première année de lycée, impatiente d'intégrer une bonne université. Qu'est-ce qui avait bien pu changer? Quinn et Ryan me regardaient avec insistance lorsque j'ai raccroché. Alors, demanda Quinn.
Je crois qu'il est temps d'arrêter de garder le silence, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone et, après une longue hésitation, j'ai finalement ouvert le message vocal de Stella. Sa voix était faible, bien différente de son ton habituellement assuré. Je sais que tu dois sûrement me détester maintenant, et je comprends. Je voulais juste te dire quelque chose, à propos de ce que j'ai dit, à propos de Miles. S'il te plaît, rappelle-moi. Quelque chose dans sa voix m'a rappelé cette fillette de 13 ans qui vérifiait la boîte aux lettres chaque jour en espérant une lettre qui n'arrivait jamais. J'ai rendez-vous avec sa conseillère demain matin à 9h, ai-je dit doucement. Après ça, je crois qu'il est temps d'avoir des conversations honnêtes. Parfois, disparaître permet de voir les choses plus clairement, avec un certain recul. Le numéro de l'école était toujours affiché sur mon écran. Juste à côté, une notification de message provenant de Miles, dans notre groupe familial dont je fais encore partie. Bonne nouvelle. Grande annonce au dîner demain soir. J'ai comme l'intuition de savoir de quoi il s'agit, et je ne laisserai pas l'histoire se répéter. J'ai passé la dernière heure à réfléchir à la façon d'écrire cette mise à jour. La rencontre avec Madame Anderson a révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, laissez-moi commencer par le début. Je suis arrivée à Riverside High ce matin-là et j'ai observé les élèves se précipiter vers leur premier cours. Quelques camarades de Stella m'ont reconnu, et leurs regards furtifs et leurs murmures m'ont fait comprendre que des rumeurs concernant mon absence circulaient déjà. Madame Anderson n'a pas perdu de temps. Dès que je me suis assis, elle m'a expliqué. Stella a déposé hier des papiers pour se retirer de ses cours avancés, Advanced Placement, point. Elle fit glisser un formulaire sur son bureau. Elle abandonne également le club de français et le conseil des élèves. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a répondu. Elle a dit qu'elle allait changer d'école le semestre prochain. Ma poitrine s'est serrée. Stella s'était battue pour intégrer ces programmes. Elle comptait sur ses activités parascolaires pour renforcer son dossier de candidature universitaire. Il y a autre chose, ajouta Madame Anderson. La semaine dernière, elle m'a demandé d'envoyer ses relevés de notes à 3 écoles différentes, tout en Californie. Elle s'arrêta et me fixa attentivement. La même ville où Miles venait d'acheter une propriété. C'est à ce moment-là que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. J'ai sorti mon téléphone et montré à Madame Anderson le message de Miles. Grande annonce demain soir. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Il ouvre une nouvelle entreprise là-bas. Elle hocha la tête. Stella a mentionné quelque chose à propos d'une start-up. Elle a dit que son père avait besoin d'investisseurs familiaux pour lancer son projet. La nausée est revenue. La même sensation que j'avais eue 3 ans plus tôt, lorsque Miles avait convaincu Delilah de lui prêter de l'argent pour une opportunité en or. Nous n'avons jamais revu cet argent. Je suis sortie de l'école et j'ai conduit directement jusqu'à notre maison. La voiture de Delilah était dans l'allée. Je pouvais la voir marcher nerveusement dans la cuisine, son téléphone à l'oreille. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée pour ouvrir la porte avant même que je puisse frapper. Il lui a demandé de l'argent, dit-elle immédiatement. Son fonds pour l'université. Il lui bourre la tête de promesses sur cette start-up technologique, disant que si elle investit maintenant, elle gagnera assez pour payer n'importe quelle université qu'elle voudra. Où est-elle? En train de prendre un café avec Miles, encore une fois. La voix de Delilah se brisa. J'ai essayé de lui dire que c'était une arnaque, mais elle m'a accusée d'être jalouse. Jalouse qu'il se décide enfin à jouer son rôle de père. Elle m'a dit qu'au moins, lui, il croit en ses rêves. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, exactement à l'endroit où tout s'était effondré une semaine plus tôt. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était de retour? J'ai essayé de gérer ça seule, soupira-t-elle. Je me suis dit que je pourrais les tenir éloignés l'un de l'autre. Elle secoua la tête. Puis toi et Stella vous êtes disputés. Elle a dit des choses horribles. J'ai paniqué. J'ai pris son parti parce que j'avais peur. Peur qu'elle se jette complètement dans les bras de Miles avant que je puisse réagir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte d'entrée s'ouvrit et Stella entra. Elle s'arrêta net en me voyant. Elle avait l'air différente. Son maquillage était soigneusement appliqué et elle portait une veste coûteuse, probablement un cadeau de Miles. Mais ses yeux étaient rouges. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. Cependant, sa voix manquait de son mordant habituel. « Tu laisses tomber tes cours avancés,
AP course, vraiment, dis-je doucement. Qu'est-il arrivé à ton projet pour Stanford? Les plans changent, murmura-t-elle en évitant mon regard. Papa dit. Miles dit. L'ai-je corrigé doucement. Quelque chose vacilla sur son visage. Il a des contacts là-bas, ajouta-t-elle. La start-up est garantie, aussi. Comme le concessionnaire de voitures anciennes était garanti, répliquai-je calmement. Ou comme la franchise de food truck? Je pris mon ordinateur portable et l'ouvris. J'ai ouvert les documents que j'avais passé la matinée à rassembler. J'ai fait quelques recherches, dis-je. Tu veux savoir quel est le statut actuel de la société de Miles? Ou son rapport de crédit? Ou encore les 3 affaires en cours liées à sa précédente opportunité d'investissement garantie? Les mains de Stella tremblaient lorsqu'elle saisit l'ordinateur portable. À chaque clic et à chaque document qu'elle parcourait, la façade soigneusement construite de Miles se fissurait un peu plus. Lorsqu'elle est arrivée au dossier du procès intenté par la grand-mère de son ancienne belle-fille, celle qui tentait de récupérer les fonds universitaires que Miles lui avait empruntés, une première larme a coulé. Il a dit. Elle s'arrêta, avala péniblement. Il a dit qu'il avait changé. Il veut rattraper le temps perdu. Qu'on pourrait être une vraie famille ici. Elle s'interrompit, puis leva les yeux vers moi. Il m'a montré un album photo, dit-elle doucement. Il m'a dit que je devais prouver que je le choisissais, lui. Que tu étais la raison pour laquelle il était resté éloigné. Que tu avais pris sa place. Oh, ma chérie. Delilah s'approcha, mais Stella recula d'un pas. Je savais, murmura-t-elle doucement. Je crois que je le savais, mais je voulais désespérément y croire. Son téléphone vibra. Un autre message de Miles. Elle le fixa longuement avant de l'éteindre complètement. Je dois y aller, murmura-t-elle avant de se précipiter dans les escaliers. J'ai besoin de réfléchir. Nous l'avons laissé partir. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, c'est de laisser de l'espace. Des heures ont passé. Delilah et moi avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des semaines. De nos inquiétudes, de nos erreurs, à propos de Stella, de Miles, de nous. Aux alentours de minuit, alors que je me préparais à retourner chez Ryan, mon téléphone s'est allumé avec un message de Stella. J'ai tout gâché, tout est en désordre. Est-ce qu'on peut parler? Je veux dire, vraiment parler. Pas à propos de Miles, ni d'argent ou quoi que ce soit. Juste, te souvenir. Quand on avait l'habitude de manger des glaces après mes cours de danse, et que tu me laissais te raconter tous les drames du lycée. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'écris ce message depuis ma voiture, qui est garée devant notre glacier local. C'est censé être fermé, mais le propriétaire nous connaît. On vient ici depuis 3 ans. Il reste ouvert tard, juste pour nous. Stella vient d'arriver dans la voiture de sa mère. Elle est assise là, probablement en train de rassembler le courage d'entrer, exactement comme moi. Parfois, les conversations les plus difficiles commencent par les plus petits pas. Ou, dans ce cas-ci, par une glace au chocolat menthe à minuit. Cette nuit-là, dans la boutique de glace, tout a changé. Stella a parlé pendant des heures de la manipulation de Miles, de ses angoisses et de sa culpabilité. Mais c'est quelque chose qu'elle a dit en passant qui a capté mon attention. Miles avait demandé à Jessica d'inciter les parents de ses amis à investir dans sa société. Quelque chose a fait tilt dans ma tête. Je me suis souvenu des procès, et j'ai remarqué un schéma, ils ciblaient systématiquement des familles en passant par leurs enfants. La colère que j'avais gardée enfouie jusqu'ici avait enfin un but. Tu sais, ai-je expliqué doucement, ce qu'il fait n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Stella a levé les yeux de sa glace en train de fondre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai expliqué les concepts de fraude sur les titres financiers et de techniques d'investissement illégales. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a immédiatement sorti son téléphone et m'a montré les conversations de groupe où Miles sollicitait directement des investissements auprès des enfants. Ce soir-là, après avoir accompagné Stella, j'ai passé plusieurs appels. Quinn connaît quelqu'un à la SEC, Commission des valeurs mobilières, et Ryan connaît quelqu'un au bureau du procureur du district. Au matin, j'avais un plan. Miles ne s'y attendait pas. Il était bien trop concentré sur son grand dîner d'annonces, où il comptait convaincre Stella de lui remettre son fonds universitaire. Il avait également invité les parents de certains de ses amis, ajoutant à la liste de ses victimes potentielles.
Le dîner avait lieu dans un restaurant chic. Miles était dans son élément, parlant de ses prétendues connexions avec la Silicon Valley et promettant des profits assurés. J'ai attendu que les entrées soient servies avant de me lever. Avant de continuer, ai-je dit calmement, il y a des personnes qui aimeraient se joindre à nous. À ce moment-là, des agents fédéraux et un enquêteur d'État sont entrés dans la salle. Le visage de Miles est passé de confiant à perplexe, puis à terrifié en quelques secondes. Il s'est avéré que Miles ne menait pas qu'une seule escroquerie. Les détectives ont découvert qu'il avait monté cette combine frauduleuse différente dans 3 juridictions. Chaque fois qu'il reprenait contact avec Stella au fil des années, il utilisait cette opportunité pour trouver de nouvelles victimes. La fameuse concession automobile qui avait coûté les économies de Delilah faisait partie d'une arnaque plus vaste. La franchise de Food Truck suivait exactement le même schéma. Mais voici la partie la plus satisfaisante, cette fois, il avait été négligent. Il avait tout documenté dans des textos et des emails à Stella, convaincue qu'elle ne se retournerait jamais contre lui. Lorsqu'elle a transmis les messages aux enquêteurs, le sort de Miles était scellé. Les parents présents au dîner portaient des micros dissimulés. Chaque promesse, chaque mensonge et chaque proposition d'investissement illégal ont été enregistrés. Miles a tenté de s'enfuir, renversant un serveur en sprintant vers la porte. Il n'a fait que 3 pas avant d'être arrêté par les agents de sécurité. Alors qu'il l'emmenait, il lança à Stella ce regard manipulateur, celui du « chien battu » auquel elle avait cédé tant de fois auparavant. « C'est juste un malentendu, ma chérie. Dis-leur que je suis ton père. » Stella se leva, les épaules droites. « Mon père est juste là, » dit-elle en prenant ma main. « Et il vient de te voir obtenir exactement ce que tu mérites. » L'après-coup fut intense, des reportages à la télévision, des témoignages de victimes, et de plus en plus de familles se manifestèrent. Les enquêteurs ont découvert plus de 2,3 millions de dollars de fonds volés. La soi-disant start-up de Miles n'était rien d'autre qu'un simple site internet et quelques photos volées des bureaux d'une véritable entreprise technologique. Mais la vraie victoire n'a pas été de voir Miles arrêté. La vraie victoire, ce furent les instants qui suivirent. Stella a réuni toutes ces photos avec Miles dans une boîte et les a remises au procureur. Preuve à conviction, dit-elle avec un petit sourire rappelant celui qu'elle avait autrefois. Elle s'est réinscrite à ses cours avancés, AP Course. Compte tenu des circonstances, l'école a été compréhensive. Au lieu de ressentir de la colère, les parents de ses amis ont créé un groupe de soutien pour les familles victimes d'escroqueries similaires. Quelque chose de bien était finalement né de quelque chose de mauvais. Hier soir, Stella m'a demandé de l'aider avec ses dissertations universitaires. J'ai une histoire assez unique à raconter maintenant, expliqua-t-elle. Combien de gens peuvent écrire sur la façon dont ils ont contribué à faire tomber l'empire frauduleux de leur propre père biologique? Delilah et moi sommes en thérapie. Il y a de la confiance à reconstruire et des blessures à guérir. Mais l'avoir replacé soigneusement mes photos dans les albums de famille et redressé chacune d'elles avec soin. Cela exprimait bien plus que des mots ne l'auraient pu. Ce matin, Stella est descendue plus tôt que d'habitude pour le petit déjeuner. Elle portait une enveloppe avec elle. J'ai trouvé ça dans ma chambre, expliqua-t-elle en la posant sur la table. Miles m'a demandé de l'envoyer la semaine dernière. Ce sont des documents d'investissement pour sa start-up. Je me suis dit que tu voudrais les ajouter au dossier de preuve. Je fixai l'enveloppe, puis Stella. Tu veux qu'on la porte ensemble aux enquêteurs? Elle sourit un sourire sincère, éclatant, celui que je n'avais pas vu depuis trop longtemps. On pourra prendre une glace après, demanda-t-elle. Certains diront peut-être que cette vengeance était trop sévère. Mais quoi qu'il arrive, cette famille reste une famille. Toutefois, une vraie famille ne cherche pas à vous voler votre avenir. Une vraie famille vous protège, même si cela signifie vous éloigner de certains proches. La date du procès de Miles est prévue pour le mois prochain. Stella prévoit de lire une déclaration d'impact en tant que victime. Elle a passé des semaines à la rédiger, peaufinant chaque mot avec soin. Hier, elle m'a demandé de la relire. Il faut que la fin soit percutante, a-t-elle expliqué. Quelque chose qui montre que je ne suis plus juste sa victime. Je crois qu'elle a déjà trouvé cette fin. Elle est dans la façon dont elle relève la tête avec fierté aujourd'hui. Dans la façon dont elle aide désormais d'autres jeunes à repérer les escroqueries similaires. Dans les brochures universitaires posées sur son bureau, son véritable avenir, pas celui que Miles a tenté de lui vendre. Parfois,
Avancer signifie s'assurer que le passé ne puisse plus nuire à personne d'autre. Et parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à voir quelqu'un subir les conséquences de ses actes. C'est de réussir malgré tout. Ce soir, nous allons dîner en famille. Juste nous trois. Stella prépare sa fameuse sauce pour pâtes, celle qu'elle a apprise en regardant des vidéos de cuisine avec moi pendant le confinement. Des choses normales, banales, et merveilleusement liées à la famille. Quant à Miles, il aura largement le temps de réfléchir à tout cela depuis sa cellule. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour rester informé des nouvelles histoires réelles et bouleversantes qui se déroulent autour de nous.